Buenos días a todos, queridos traductores, amantes de la traducción. No se oye. Queridos traductores, amantes de la traducción y perversiones varias, vamos a iniciar hoy los talleres de traducción literaria hispano-franceses, o como los habíamos llamado, hispano-franceses, que los habíamos titulado por... Oye, perdona, el título no recuerdo que lo digo. Por mares y montañas. Por mares y montañas, exactamente. Bueno, ayer este coloquio empezó ayer con la concesión del premio Antonin Artaud a Mario Bellatín, el premio que se instituyó hace ya 9 años. Aquí tenemos uno de los cofundadores con el nombre de Antonin Artaud, que yo siempre he pensado que debían de estar todos a lo mejor locos a los que se les daba. Una de las condiciones de las bases era que estuvieran locos, dado que Antonin Artaud tenía unas serias perturbaciones y además de ser un grandísimo, y a lo mejor por eso, poeta y escritor, pero me aseguraron que no, que todos eran muy sensatos y que era sencillamente, bueno, pues por conmemorar a Antonin Artaud, que tuvo sus relaciones con México muy, muy importantes, como todos saben. Fue un coloquio en el que la traducción tenía una importancia implícita, porque es una de las bases del premio es que se traduzca al francés, que uno de los objetivos del premio es que ese libro se traduzca al francés. La difusión y la traducción, en este caso, estaban en el concepto de ese premio, y la continuación de ese coloquio pues son estos talleres que vamos a tener intensivos mañana y tarde, sobre el que vamos a hablar, pues vamos a trabajar la traducción literaria dans tous ses états. Y bueno, yo le voy a dar la palabra al señor Beauclerc, pero como me cuesta mucho trabajo dejarla, quiero simplemente, como a modo de introducción, leer un texto un texto que me sugirió una conferencia de Tournier. Michel Tournier estuvo aquí en el Círculo de Bellas Artes hace pues unos cuantos años para presentar un libro suyo, y alguien le preguntó, me parece que fui yo misma, qué le era para él la traducción. Para él la traducción, él decía que era un ejercicio de virtud literaria. Es una de las definiciones más hermosas que he visto, que he oído de la traducción, desde luego mucho mejor que la de Ortega, la de que somos como unos mayordomos de la lengua. Y yo le pregunté eso, y él cayó y dijo, se quedó callado y dijo: bueno, vamos a ver, yo, la traducción literaria, voy a contarles un cuento. Entonces contó el siguiente cuento, que aquí en unos textos míos lo incluí y lo voy a leer. En un reino lejano y misterioso se convoca un concurso público para decorar el palacio. Acuden 2 artistas, uno chino y otro griego. El emperador pregunta a este último, al griego, ¿cuánto va a tardar? Y le responde que lo mismo que el chino, quien, preguntado a su vez, da un plazo de 2 días. Cuando acaba, preguntan al griego si ha terminado, y este les pregunta: ¿ha terminado el chino? Sí, le contestan. Pues entonces yo también. La sala está dividida por una gruesa cortina que no deja ver lo que hacen uno y otro. El emperador y su corte contemplan primero la obra del chino y se pasman. Lagos, montañas, cisnes, grullas y el jardín más florido y frondoso que imaginarse pueda. Descorren la cortina y un grito de admiración aún mayor que el causado por el artista chino se levanta de la multitud. El griego había colocado un inmenso espejo donde se reflejaba el jardín, el lago, los cisnes, las grullas, pero también todos los espectadores, y esa abigarrada multitud daba otra vida y otra dimensión al mismo decorado. Creo que es una fábula preciosa de lo que hacemos con la traducción. Sin más, pues el señor Beauclerc va a poner la nota formal, seria y ejecutiva. No. En absoluto. Bueno, bienvenidos a Casa de América. Bueno, solo se trata de abrir, como se dice, ouvrir en francés, este día que quisimos titular Por mares y montañas,
buscando algo como Parmos et Parvaux. Queríamos decir que vamos aquí y allá también. Y cuando digo eso me recuerda a Alejo Carpentier en el recurso del método, que siempre está en el allí y aquí. Y bueno, cuando fundamos el premio Artaud, como lo decía Jacques Aubergy, ayer fue una casualidad, ¿no? Y salió al principio un poco como una broma y diciendo, a ver, ¿y si fundáramos un premio? Y bueno, y poquito a poco la cosa se volvió seria, porque nos dimos cuenta en la época que en México no había realmente premio autónomo con respecto a las grandes casas editoriales, ¿no? Había el premio Alfaguara, el premio tal o cual, pero no había un premio que pudiera decir vamos independientes de toda casa editorial y queremos justamente, como lo explicaba después Alberto Ruiz Sánchez, que es nuestro presidente en la junta del premio, queríamos ir a buscar textos en grandes casas editoriales o en chiquitas o en conocidas, desconocidas, es decir, intentar hacer conocer en Francia y en francés a algunos escritores mexicanos. La verdad es que entre los mexicanos se colaron un colombiano un año y otro año un italiano. Pero el principio es escribir en lengua española y que la obra venga a ser publicada en México entre un mes de septiembre de un año X hasta el siguiente mes de septiembre. Y en este laps de temps, como se dice en francés, ellos leen, hay un grupo muy serio que lee todo eso y yo no estoy, por eso digo que es un grupo muy serio que hace las cosas muy bien allá en México, y después escogen como 8 obras, los mejores años, y los años más severos, digamos, 5 obras. Después cada miembro del jurado, por todos los lados, donde se encuentra, hay uno en Marsella ya, que yo en Madrid, por ejemplo, pero antes estaba en Sarajevo, leemos las obras y vamos votando para elegir. Y la idea era realmente hacer conocer. El primero que obtuvo el premio fue Álvaro Uribe. Nada que ver con Colombia y su presidente. Álvaro Uribe escribió El Taller del Tiempo y era en la época un hombre conocido en México como escritor y admirado, reconocido, totalmente desconocido en España. Y resulta, y él lo explica, tenemos una página web. Como nadie se encarga realmente de la página web, los jóvenes que están aquí, si van a ver la página web, es una página web del siglo XIX, no, pero XX, es una página web un poco anticuada, pero no importa, por lo menos en la página web explicamos qué es el premio Artaud y cómo nació y todo. Y entonces Álvaro Uribe, hay una declaración, una entrevista, y explica que gracias al premio Artaud, él no pensaba eso, se dio a conocer en España. ¿Y cómo fue eso? Es que el premio en la época, y sigue así, era, bueno, se han perdido unas cosas en el camino, lo decía Alberto ayer, como que antes los primeros recibían un Mont Blanc, una pluma Mont Blanc maravillosa, y ahora no, se fue Mont Blanc, no sé a dónde, pero ya no hay plumas. Ni bolígrafo. Ni bolígrafo, ni nada. Un teclado quizás, como decía Alberto ayer, tenemos que ofrecer un iPad o algo así. Bueno, pero entonces comprendía el premio $5.000, la traducción al francés. Hemos trabajado también en la época con el Colegio de Traductores de Arles, y Claude Bleton, que está aquí, era entonces director en Arles, en aquella época. Y entonces lo hicimos, tradujimos l'Atelier du Temps, et l'Atelier du Temps a été
publié, si mes souvenirs sont bons, aux éditions du Seuil, avec le bandeau Prix Antonin Artaud 2003. Et ça s'est vendu, et puis du coup, Allende de los Pirineos, como decía Pascal, des gens puedo mezclar las dos lenguas, creo, que todos hablan las dos. Tout d'un coup, on s'est aperçu, les éditeurs espagnols ont dit, mais il est bien ce type-là, c'est qui, Álvaro? Et du coup, El Taller del Tiempo est sorti en espagnol. Je ne sais plus dans quelle maison d'édition. Mais ça, lui, il raconte que pour lui, ça a été merveilleux parce que ça lui a permis d'avoir... Et originalmente es lo que queríamos. Queríamos un puente. Bueno, más que un puente, un viaducto, ¿no? Porque entre México y Francia y ahora prolongándose hasta España, queríamos hacer algo. Y por eso este bebé que tenemos, le Prix Artaud, con sus dificultades, para decir la verdad, actualmente estoy buscando como un loco cómo hacer que siga en el tiempo el premio, porque las empresas que originalmente estaban en la aventura, poquito a poco nos dejaron en el camino. Dice Márquez en sus memorias, los amigos se me quedaron regados por el camino. Bueno, así hicimos con los patrocinadores y ahora tenemos que empujar de nuevo al premio Artaud y buscar cómo hacer que dure en el tiempo y que sigamos con aquella labor fabulosa que es dar a conocer a los escritores o escritoras, porque en el premio Artaud también tuvimos a Guadalupe Nettel, escritora delicada, maravillosa. Entonces, aquí estamos con este premio Artaud y mi idea cuando llegué a Madrid dije, bueno, a ver si organizamos algo acerca de la traducción literaria y hacemos conocer un poco el premio Artaud aquí en España. Oui, d'accord. Sí, gracias. El segundo, antes que todo, me he olvidado, me he comido el recado, je voulais excuser Aline Schulman. Aline Schulman, elle a fait une traduction que moi j'ai adorée du Quichotte, très aérée, aérienne, vive, etc. On s'est connus à Sarajevo, où elle était venue, et Aline Schulman est une très belle personne. Elle est malade, et vraiment, elle nous laisse tomber, entre guillemets, parce que vraiment, tu l'as eu au téléphone aussi, Julia, tiene un catarro del diablo, no sé qué tiene, mais elle n'a pas pu. Voilà, on la regrette vraiment. Elle devait être avec Julia voilà, la partenaire sur l'atelier. Le deuxième point qui me venait en préparant cette intervention rapide, j'étais en Colombie, à Bogota, et puis j'avais été nommé là-bas agregado artístico. Même pas agregado cultural, c'était agregado artístico. L'ambassadeur me surnommait, comment il disait, le directeur de l'Olympia de l'époque, voilà, il disait, alors Bruno Cocatrix, qu'est-ce qu'il y a cette semaine? Voilà. Donc j'étais le Bruno Cocatrix de son excellence, et donc je me régalais être là. Et puis un jour arrive Albert Bensoussan, que certains d'entre vous connaissent sans doute, et traducteur, il me semble, de Echenique, et entre autres. Et Albert Bensoussan était là, et donc moi j'étais tout jeune là. On me demande d'aller l'interviewer pour un journal, une feuille de chou qui s'appelait Concorde, qui était un journal, on appelait ça un journal, mais enfin bon, ça donnait quelques nouvelles, mais c'était pas génial ce qu'il y avait dedans. Et alors, je m'en vais avec ma mission, interviewer Albert Bensoussan, et puis bon, en tant qu'hispaniste, j'étais content de le rencontrer un peu. Et alors, j'avais préparé ma question, évidemment, en béton, la question c'était très simple, et elle était idiote, évidemment, c'était traduttore et traditore. Et le père Bensoussan m'attendait de pied ferme. Et alors je lui dis traducteur et traditeur, il me regarde, il quién es este? Qu'est-ce qu'il me raconte? Alors il me dit foutaise, bêtise. S'il n'y avait pas les traducteurs,
Jésus-Christ serait resté un petit prédicateur de province. Et j'avais adoré ça, bon, parce que je disais, oui, il n'a pas tort. Bon. Jésus, bon, serait resté dans son coin, voilà. Comment il m'a ramassé, comme on dit en français. L'autre point, c'est simplement sur les mystères de la traduction, parce que d'abord il y a le bêtisier, moi j'adore, et j'en ai des souvenirs très précis. Et au cours de mes études d'espagnol, d'abord à Nantes et après à Paris 4, j'en ai vu quelques-unes comme ça et j'adore. Alors je me rappelle un jour où on avait une version classique, on appelait ça version classique. Alors quand il y avait version classique, tout le monde devenait fou parce que ça allait être difficile, il y avait des pièges, des choses trappes, on allait tomber dedans à tous les coups. Et alors c'était dans une comédie, je sais plus laquelle, et il y avait un personnage, c'était un dialogue et un personnage qui disait "Y he de pelear yo por esa negra honrilla". Hein, bon, alors voilà, pour ce maudit point d'honneur, il faudrait que je me batte. Je ne sais plus dans quoi c'était, ça m'embête de pas le retrouver, mais voilà. Et alors, évidemment, il y a un couillon, c'était pas moi, hein, de service qui a traduit. Et moi, je devrais me battre. Alors, après, il voit et ça despectif, hein, donc il va falloir mettre du mauvais. Negra honrilla, la honra et l'honneur, la honrilla, le diminutif qui doit être aussi despectif. Et il a traduit texto, parce que ça a été lu en public, évidemment. Et moi, je devrais me battre pour cette négresse de petite vertu. Voilà. Bon, alors ça, c'est les grosses bêtises que j'aime bien. Une autre bêtise, c'était... je me rappelle très bien le texte. On cherchait un couple. Le couple s'était enfui. Il fallait mettre la main dessus et tout le monde était après eux. Et le texte disait "Y a las primeras diligencias se dieron cuenta de que los pájaros volaron ya". Ah donc oui, aux premières démarches, ils ont commencé à frapper aux portes, on s'est aperçu que les oiseaux étaient envolés du nid. Mais c'est pas ça que ça a donné évidemment dans la traduction. C'était "et alors que partaient les premières diligences vers on ne sait pas où d'ailleurs". Et se dieron cuenta, ça avait disparu. Les premiers oiseaux chantaient déjà le matin. Voilà, alors c'était très beau. Alors c'est magnifique parce que alors c'est ce que j'appelle les mystères de la traduction. Et puis après il y a le surtraduit, le sous-traduit. La grande angoisse, c'est vraiment oh là là, ne va pas surtraduire, mon Dieu malheureux. C'était ça qu'on nous disait tout le temps. Sous-traduit, on disait pas trop. Mais surtraduit, il fallait surtout pas. Au-dessus, il fallait jamais aller. Alors, c'était la grosse faute à pas commettre. Et pourtant, il y a des surtraductions ou des traductions, comme on dit, mésententes, mais qui se révèlent être des merveilles. Je pense évidemment à Los Mares del Sur, qui avait été traduit de façon complètement surréaliste par Marquise si vos rivages. Et ce titre était absolument fabuleux. Parce que ça connotait Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, etc. Marquise, si vos rivages, les rivages, la Méditerranée. Et ce roman, Los Mares del Sur, traduit Marquise, si vos rivages, même si c'est incongru, si ça tombe comme ça, ça crée une émotion. Autre point, pour terminer là-dessus, c'est le bonheur. Et ça... moi, à mon niveau de traducteur amateur, c'est le bonheur de la formule exacte. C'est quand on a trouvé et que voilà, c'est posé comme un bijou et voilà. C'est magnifique, dans un sens ou dans l'autre. Voilà, ça tombe. Ça tombe bien, ça tombe à pic. Et ça, je crois que c'est un des grands bonheurs de la traduction. Et je voudrais simplement terminer parce que c'est un texte magnifique et il a été très très bien traduit. D'ailleurs, je ne sais même pas par qui, le texte de Neruda sur les mots, las palabras. Et il y a des passages dans Las Palabras, qui est un texte relativement court, qui sont absolument merveilleux. Et donc on termine sur ces mots. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En gros, il parle des conquistadores et il dit "Iban a zancadas por las inmensas cordilleras, todos se lo tragaban con ídolos, templos, religiones, pero de los yelmos de de los cascos, de las armaduras de aquellos hombres que se lo tragaban todo, caían como perlas, como piedrecitas, las palabras.
Et il termine en disant, ils ont emporté l'or et nous ont laissé l'or, ils ont tout avalé et nous ont tout laissé, ils nous ont laissé les mots, las palabras. Voilà, pour introduction. Alors, on voulait laisser la parole à Maria Teresa. Oui, en tant que présidente de l'association, on trouvait que c'était bien, parce que là, si vous voulez, on avait dit en gros jusqu'à 10h, 10h05, on est dans les temps. Vous aurez un temps avant le début des ateliers, vous aurez 20 minutes si vous voulez aller boire un café, mais on aurait voulu que Maria Teresa nous dise un mot comme présidente de l'association des traducteurs littéraires. Oui, mais ça en prévient la veille. Non, mais juste un mot informel. Informel. Oui, viens, Ben, por favor. Tu vas prendre ma place. Non, non, au contraire. C'est moi qui va descendre. Ah, pas du tout. Oui, c'est juste un petit mot, au débeauté. Il ne faudrait pas. Comment on dit au débeauté en espagnol d'ailleurs? Manga por hombro. Ah, a manga por hombro. Por el estilo. Deberíamos a lo mejor recordar los títulos de los talleres. Oui, après d'accord. Après, je rappellerai les titres des ateliers. Ah, tu me laisses ta place? Je te laisse ma place. Mais suis-je digne de l'occuper? Merci. Voilà, si tu peux nous dire quelques mots. Au sujet de la traduction, au sujet de... Bonjour Claude. Au sujet de l'association, au sujet de quoi au juste? Je sais pas, moi j'étais venue ici pour t'écouter, pas pour parler. Comme présidente. Ou quel est l'intérêt? Parce que finalement, on s'est réunis, on a dit et si on faisait, puis petit à petit est née cette idée, et moi j'espère que c'est le début d'un rendez-vous annuel. Mais voilà, je te laisse la parole. Oui, enfin, si je suis là en tant que présidente, ce que je devrais dire j'imagine qu'il y a pas mal de... Il y a pas mal de traducteurs ici, déjà, qui traduisent déjà, mais pas mal aussi, j'ai vu sur la liste, pas mal d'étudiants aussi, ou des gens qui étudient la traduction, ou qui veulent devenir traducteurs. Alors, du fait qu'on me fait venir cette table en tant que présidente, autant dire qu'un traducteur isolé a une vie très dure et comment dirais-je, qui peut ne pas tout à fait heureuse, cette vie, du moins en Espagne, et je crois que c'est un peu partout pareil, parce que quelqu'un d'isolé, quelqu'un qui n'est pas informé, quelqu'un qui n'a pas de contact avec ses collègues, qui ne peut pas raconter ce qui lui arrive et écouter ce qui arrive aux autres, qui ne peut pas se mettre d'accord avec ses collègues pour revendiquer des contrats types ou des... Moi, je vais tout de suite au côté boulot. C'est pour des contrats types ou pour exiger que les lois soient respectées dans les contrats. Finalement, c'est des personnes qui, évidemment, oui, vont traduire, mais vont être malmenées sans doute par l'industrie des maisons d'édition, parmi lesquelles il y a des gens qui ont une attitude, un comportement impeccable, et disons, je ne sais pas combien, à 20%, à 30% peut-être. Et tout le reste, évidemment, c'est quoi? C'est le capitalisme pur et dur de plus en plus. Donc, un traducteur isolé est chez lui devant son ordinateur, qui traduit, comme nous disons parfois en rigolant, qui traduit en pyjama, parce que le matin on se lève et on n'a pas tellement envie de s'habiller, alors on se flanque en pyjama devant le... Je vais m'habiller plus tard et prendre ma douche plus tard. Ça, c'est à 8h du matin, à 1h de l'après-midi, tu es encore en train de taper fébrile avec ton pyjama. Et puis finalement... Avec le pyjama. Voilà. On devrait. Tiens, tu me donnes une idée. On devrait faire association des pyjamas avec des rayures verticales en noir et blanc, horizontales, pardon. Et comme ça, on aurait l'uniforme du traducteur qui travaille à la maison, du traducteur autonome. Mais en tout cas, c'est vrai. Quand on est devant son ordinateur et on est isolé, finalement, l'ordinateur, c'est quoi? C'est un écran aveugle, disons. Quand j'aurais trop parlé, tu me fais arrêter, Julia. C'est lui le chef. Ah oui, Non, le chef, vous m'arrêtez quand je...
Non, sigue, por favor. Je continue, mais très peu. Bon, alors, donc, du moment qu'on connaît d'autres collègues, qu'on peut parler avec eux, surtout maintenant avec Internet, où on est pratiquement, si on veut, réunis perpétuellement sur Internet, avec les listes de distribution, avec les forums, où on se parle tout le temps, où on se pose des questions, on se fait des consultations, on se demande, toi comment tu traduirais ça, et on se demande un peu tout. Cette maison d'édition, elle est comment, ou bien j'ai cette phrase que je n'arrive pas à comprendre. Finalement, ça veut dire que chacun est chez soi avec son pyjama, mais qu'on est vraiment ensemble et on forme un groupe qui s'entraide continuellement et en plus qui se met d'accord pour revendiquer les meilleures conditions possibles dans son travail. Donc ça, pour ce qui est des associations, vraiment je conseille aux personnes qui vont commencer à traduire, il y a plusieurs associations en Espagne, d'appartenir à une association tout de suite, le plus tôt possible, parce que c'est vraiment la manière la plus professionnelle et la meilleure et la plus agréable aussi d'exercer la profession. Ça ça pour question rapport avec les entreprises et question travail. Et pour finir, alors comme question, le métier de traducteur, bon, eh bien, j'ai beaucoup aimé l'exemple de Jésus qui sort un prédicateur de province, parce que vraiment c'est ça, oui, c'est vraiment, enfin, je ne vais pas répéter les poncifs habituels sur le traducteur qui rend la littérature nationale, internationale ou mondiale, etc. Mais vraiment, c'est un métier. Il y a beaucoup de métiers indispensables, évidemment, mais s'il y a un métier indispensable, moi je pense qu'il y a 3, c'est les médecins, les professeurs et les traducteurs, voilà. Et le reste aussi, mais ces 3-là, c'est peut-être parce que je suis professeur et traducteur, pas médecin en tout cas, mais bon. Mais il y a quelque chose qu'on dit très peu, on parle toujours on est des passeurs, on est des ponts, on est plein de trucs très poétiques, mais surtout on est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, on est, disons, les piliers d'une industrie. C'est-à-dire que l'industrie, les maisons d'édition, et les librairies aussi en fait, mais surtout les maisons d'édition, ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas de traducteurs. Parce que finalement, le 30% des livres qu'on publie en Espagne sont des traductions. Les livres les plus vendus sont très souvent des traductions, et c'est les livres qui se vendent beaucoup, qui donnent de l'argent aux maisons d'édition pour publier des livres qui vont se vendre moins, d'autres auteurs qui vont se vendre moins. Et dans les librairies où s'accumulent non seulement les livres publiés dans l'année, mais des livres déjà publiés, à 50% environ, c'est des traductions. Donc évidemment, s'il n'y avait pas de traducteurs, les maisons d'édition, finalement, n'existeraient pas parce qu'elles produiraient beaucoup moins. Je me demande si elles pourraient subsister. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est par exemple, c'est Luis Magriña, qui est le directeur de la collection classique de Alba Editorial, qui toujours dit Alba n'existerait pas si Alba ne traduisait pas. Et comme Alba, la plupart des maisons d'édition n'existeraient pas. Donc, les maisons d'édition créent des postes de travail, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de l'industrie maison d'édition et autour des librairies. Donc finalement, on n'est pas seulement des passeurs culturels, on est aussi, et dans ces temps où on parle tellement d'argent et de crise, il faut peut-être y insister, on est aussi des personnes qui créent, à part leur poste de travail, des postes de travail pour beaucoup de gens et la pierre d'assise d'une industrie. Donc, et ça, on l'oublie souvent, et on se laisse malmener, on se laisse un peu humilier par des maisons d'édition, tandis qu'il faut leur dire non, tu ne me rends aucun service en me donnant une traduction, c'est moi qui te rends service quand je traduis pour toi et quand je traduis bien. Et ça, il ne faut jamais l'oublier quand on parle avec une maison d'édition. Et voilà, je crois que j'ai épuisé le temps qui m'était accordé. C'est tout. Merci. Alors, après ce discours musclé et ô combien juste de notre camarade sur la situation des traducteurs, mais c'est vrai, moi ce que je propose, c'est que vraiment que ce soit le point de départ d'une rencontre annuelle qui donne l'occasion à tous d'enlever une fois dans l'année son pyjama.
Ce matin, il fallait que je me mentalise. Je me suis dit à 8h du matin, alors, non, mais il faut que tu t'habilles, que tu partes. Tu ne peux pas te mettre en ordinateur avec ton pyjama, il faut que tu partes. Alors, simplement, je vous rappelle comment ça va se dérouler. Donc, 2 ateliers ce matin. L'un, que hacemos con las referencias culturales, avec Maria Teresa Gallego et Jean-Marie Saint-Luc. Qui est là au fond. Voilà, de 10h30 à 13h30. En même temps, Visibilidad y Experiencia en la traducción literaria, Julia Escobar, toute seule comme une grande, Aline ayant fait défaut et s'en excusant vraiment très très fortement. Cet après-midi de 15 à 18, 2 ateliers simultanés. El autor y su traductor, el texto y su doble, Jean-Marie Saint-Luc et Eduardo Berti. Et de façon concomitante, una derrota feliz avec Mercedes Corral et Claude Bleton. Et alors, la transition est toute trouvée pour maintenant faire venir Claude Bleton en tant qu'ancien directeur de la Maison des traducteurs d'Arles. Juste, Claude, pour que tu nous dises 2 mots à côté de Maria Teresa, si tu veux bien, Non, mais c'est mieux qu'il y ait les deux présidents d'association. Moi, je suis là simplement pour faire les présentations et tout. Et hop, je rejoins Julia. Et merci à tous. Hein. Vas-y, Claude. Te tocado también a ti. Hola. En directo, hein. En directo. Voilà. On n'a rien à cacher. C'est le festival des pyjamas. Oui, c'est informel, on m'a dit. Alors, en tant qu'ancien... Oui, j'ai été directeur du Collège international des traducteurs littéraires à Arles pendant 7 ans, donc quelques vagues souvenirs et quelques expériences. Et j'étais par ailleurs, en même temps, trop heureux, les autres, de s'en décharger ou de ne pas s'en charger, président de l'Association européenne des centres de traduction littéraire du même genre, dont Tarazona, entre autres. Non que j'ai eu la moindre autorité sur Tarazona, mais simplement nous nous réunissions très souvent pour coordonner nos différences et nos ressemblances. Donc très brièvement, vous aurez l'occasion, si ça vous intéresse, de m'interpeller pendant ces jours qui viennent pour avoir des précisions. Ce sont des résidences auxquelles peuvent candidater tout traducteur qui a déjà au moins une traduction publiée. Ceci étant valable pour l'ensemble de la douzaine de centres de traducteurs qui existent en Europe. Après, pour les détails, vous me verrez. Bienvenue en tout cas et merci. Je suis très très heureux d'être ici et j'espère bien y être aussi l'an prochain. Et vous aussi, j'amènerai un pyjama de rechange. Tu n'as pas un nouveau roman à faire traduire? Il est en préparation. Ah bon? Surprise. Tu me feras signe. Merci.